Bonjour Laura, Bonjour. bienvenue dans le podcast «Pourquoi t'as fait ça?». Ici, je parle de parcours de personnes, qui ont, dans leur cœur, le fait de vouloir, mettre en avant la diversité, d'avoir, à cœur aussi l'inclusion et ça, soit dans leur parcours, soit dans leur métier, soit dans les 2. Et c'est dans ce contexte que je t'invite sur ce podcast et je te remercie 1000 fois d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi en tout cas de m'accueillir. C'est toujours des thèmes qui sont importants à traiter. Encore aujourd'hui. Oui, on avance, mais faut pas lâcher, quoi. Lentement mais sûrement, comme on dit. Pourquoi t'as fait ça? C'est la question que je pose à chaque épisode à des entrepreneuses et entrepreneurs engagés. Pourquoi ce projet? Pourquoi ce combat? Pourquoi maintenant? Je suis Jade Tonga, mon objectif, créer de la représentation. Montrer des parcours divers, militants, inspirants. Parler féminisme, antiracisme, inclusion. Donner la parole à celles et ceux qui entreprennent pour changer les choses. Bienvenue dans ton nouveau rendez-vous Entrepreneuriat engagé. Comment tu vas? Écoute, ça va. Grosse promo. J'ai un nouveau livre qui est sorti la mi-octobre, un autre qui est sorti fin août. Donc je suis encore dans le tunnel, mais ça va. OK. OK, super. Alors ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui, bien sûr. Alors, je suis Lorraine Safou, je suis autrice et blogueuse afroféministe depuis maintenant plus de 10 ans. Quand même, ouais, quand même. Je travaille à la fois donc sur les thématiques de représentation, mais particulièrement la représentation des communautés noires en contexte français et francophone, avec un focus tout particulier sur les femmes noires. Et donc ça se traduit par la publication aussi de bandes dessinées, de romans, d'albums jeunesse, d'histoires audio et de plus récemment un jeu vidéo. Donc c'est vraiment comment on investit l'imaginaire aujourd'hui sur ces thématiques-là. Très bien. Hem, je t'ai rencontré il y a pas longtemps, au festival Read and Shine organisé par Overbooké. Je t'ai rencontré dans le cadre de dédicaces puisque j'étais en train d'acheter, tes 2 livres, 2 livres, enfants, pour mes enfants du coup et justement je te faisais part, bah, du fait et je pense que beaucoup de parents, du coup, te font part de ce constat que dans les librairies, qu'on peut avoir autour de chez nous, il n'y a pas beaucoup, de représentativité et on a du mal à trouver, des livres avec, des enfants racisés et quand on en trouve un et ça m'est arrivé, il y a quelques mois, c'est comme, trouver un trésor et dire: «Oh ça y est, bon on le prend celui-là!» Le personnage ressemble à ma fille, elle va être contente, elle va pouvoir, se voir dans plein de situations, là où, la plupart des livres, montrent des enfants blancs et heu et c'est fou qu'on ait cette réaction, démesurée. On devrait pas avoir ça parce que ça devrait pouvoir être, La norme. normal en fait de pouvoir, bah oui, on voit Mhm, tellement dans la rue, mm. de personnes d'origines différentes que, ce décalage avec, la littérature semble, aberrant. Comment toi, tu es venu sur ces questions-là? Quel a été, ton cheminement, jusqu'à ces questions de représentativité? Ah bah, je pense que c'est un parcours aussi en plusieurs étapes. Déjà du fait d'être née en France en tant que femme noire, particulièrement dans une ville majoritairement blanche. Donc moi je suis née à Orléans, ville royaliste aussi, soit dit en passant. Et donc avec aussi cette expérience d'être non seulement dans un environnement où les questions raciales n'étaient pas abordées sauf à la maison, et puis cette rencontre avec la littérature qui se fait souvent à l'école. Donc, l'exemple que je donne le plus souvent, c'est ce professeur qui demande à ma classe d'aller dans la bibliothèque de l'école et de choisir un livre avec un personnage principal qui nous ressemble. Et donc, j'ai 8 ans, je vais avec mes camarades dans cette bibliothèque, et pendant que mes camarades blancs repartent avec une pile de livres, les autres un peu moins, moi je reste derrière, parce qu'il n'y avait aucun livre avec une petite fille noire comme personnage principal. Et je sors finalement de la bibliothèque avec Tom Tom et Nana.
Pourquoi? Parce qu'il y avait, le petit garçon Rémi, le meilleur ami du coup de Tom Tom, qui était un petit garçon noir et ce qu'il y avait de plus proche de moi. Et donc ce que j'explique très souvent aux éditeurs, c'est qu'un enfant ne se dit pas, «Oh c'est pas grave, la bibliothèque a juste une offre limitée». Non, il se dit: «Qu'est-ce qui ne va pas avec moi?» Et donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est quelle responsabilité collective on a aujourd'hui, particulièrement dans le monde du livre, de faire en sorte que les enfants, se voient tout simplement, ne soient pas invisibilisés non seulement, lors d'une expérience comme celle-ci, mais pendant des années. Puisque, bah, à la même époque, voilà, la génération des années 90, il n'y avait pas de princesse Disney noire, il n'y avait pas, de séries mettant en avant des petites filles noires. On a vu arriver des séries américaines par la suite, mais justement on passait par un prisme américain, alors qu'on voit nos familles, on se voit dans la rue, pourquoi on n'existe pas en fait dans un contexte français et francophone? Donc ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'ai vraiment, le souvenir d'avoir, pris des feuilles et des feutres et d'avoir commencé à les coller ensemble pour faire des livres, non seulement avec des illustrations de fées ou de personnages qui me ressemblaient, mais aussi avec cette volonté de saisir, en fait, ce qu'il n'y avait pas. Et c'est devenu une passion dès lors que j'ai compris, qu'il est possible, même à travers l'écriture, de donner l'impression de voir un film. Puisque j'ai adoré les films et les séries. Mmh. Hem donc, j'ai écrit pendant des années. J'ai écrit mon premier roman, pour moi, hein, à 12 ans, qui faisait 400 pages et qui était littéralement une retranscription de mon groupe d'amis, dans un contexte, voilà, de histoire d'action et cetera. Donc toujours cet effet miroir et jamais je ne me suis dit: «C'était une carrière». Puisque là encore, en termes de représentation, est-ce qu'on voyait des femmes noires invitées sur les plateaux télé en tant qu'autrices à l'époque? Mmh. Non. Et pourtant, il y avait quand même Marie Scondé, il y avait quand même, Fatou Diom par la suite, il y avait quand même, voilà, c'est venu quand même beaucoup plus tard et donc je continue mon chemin et je me dis que bon, peut-être que c'est moi qui ne connais pas toute la littérature française, peut-être qu'il y a des représentations justement qui existent, mais dont je n'ai pas connaissance parce que je suis jeune. Donc je me tourne vers des études de littérature et donc bah, je passe tout mon cursus, donc licence et master, en lettres et en édition, sans voir d'auteur noir dans le programme. Et il y avait déjà pourtant Césaire, il y avait déjà Marie Scondé, il y Mmh. avait déjà Simone Schwarzbach, et cetera, et cetera. Donc là encore, qu'est-ce qu'on propose comme programme scolaire? Alors je sais que ça s'est un petit peu amélioré depuis, heureusement, mais qu'est-ce qu'on propose en fait comme vision de la littérature française en classe? Voilà, les communautés noires étaient toujours absentes ou alors reléguées toujours à des positions de personnages secondaires, donc l'esclave de telle marquise ou autre quoi, toujours en arrière-plan. Et donc, je me dis que c'est très étrange quand même de parler d'une littérature qui se veut universaliste et qui pourtant, ne présente qu'une petite, portion de la société française. Donc, donc il y a cette frustration qui grandit en moi pendant plusieurs années et que je vais essayer de combler à travers mes propres lectures. Et donc là, je cherche justement, du côté des auteurs noirs, qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents, mais aussi, que sur lesquels je tombe en fait en librairie et ben, ça passe autant par, voilà, Mariam Abba, Frantz Fanon et autres, jusqu'à tomber, sur, les livres de Toni Morrison, qui, pour la première fois, me montrent en fait, l'histoire d'une femme noire qui fait l'aller-retour entre la France et son île, de Sainte-Lucie. Donc, c'est pas un imaginaire caribéen, c'est pas un imaginaire américain, c'est cette espèce d'entre-deux que justement je ne vois pas, de l'afropéanité en fait. Et je me dis: «Comment ça se fait, qu'il faille que j'ai 20 ans pour tomber sur un livre qui me ressemble en fait, avec un personnage qui me ressemble?» Et surtout fait par une autrice américaine. Qu'est-ce que ça veut dire des imaginaires et de la littérature française, qu'on nous expose? Et c'est là où j'ouvre mon blog, Mrs Roots, donc en 2013, où je me dis que bon, j'ai pas d'études de sociologie, j'ai pas fait des études d'histoire, mais j'ai fait des études de lettres et peut-être qu'on peut questionner les imaginaires par rapport à ces œuvres qui proposent une Mmh. diversité d'imaginaires avec des personnages noirs non stéréotypés, divers, complexes, tant par leur carnation que par leur contexte, etc., etc. Une richesse en fait diasporique en fait à l'image de nos Mmh. communautés. Et je commence à faire des chroniques comme ça, mais particulièrement encore une fois centrées sur les femmes noires, puisque elles ont été hypersexualisées ou justement reléguées en fait au plan secondaire encore plus, etc.
Donc ça commence comme ça et pendant que je faisais ces recherches pour ce blog, je continuais d'écrire. Je continuais d'écrire dans ma chambre, je continuais d'écrire pour moi, jusqu'au jour où en fait, je tombe sur la notion d'afroféminisme, Mmh. via un blog d'une Française qui s'appelle Miss Dreadful et donc c'était le premier blog afroféministe et justement je trouve pour la première fois un terme qui ne me demande pas, de m'intéresser qu'aux questions des personnes noires ou qu'aux questions des femmes, mais bien à la complexité que c'est d'être une femme noire, heu, avec tout ce que ça présente de spécifique dans les violences et les expériences que l'on vit aussi dans un contexte, occidental. Et là, je me dis, mais Mmh. en fait, voilà, c'est pas dans ma tête, en fait, cette finesse, cette particularité. Et donc, je commence à lire tout ce que je peux sur l'afroféminisme et surtout, en fait, à écrire dessus en France. Donc, tout ça, c'était entre 2013 et 2016. Et donc, ça va jusqu'à faire des interviews aussi de parents noirs, comment vous faites aujourd'hui pour Mmh. trouver des livres pour vos enfants. Et il y a cette interview où une mère me dit bah, que c'est plus facile pour elle de tomber sur Petit ours brun que sur un livre pour son petit garçon noir. Donc, qu'est-ce que Mmh. ça veut dire aussi en 2016 d'être encore dans ce contexte-là? Et bien, c'est cette interview qui va pousser en fait une éditrice à me contacter puisque voilà, elle lit mon blog et elle me dit bah écoute, je lis ton blog et je sens que derrière cette analyse, toutes ces analyses très pointues et critiques du paysage littéraire français, tu as une plume littéraire. Donc est-ce que tu te verrais toi-même combler ce vide par rapport à la littérature jeunesse en écrivant toi-même un livre jeunesse que Mmh. tu aurais voulu avoir enfant en fait. Et surtout, elle me dit, t'as carte blanche. C'était pas une commande, comme ça peut l'être parfois par d'autres éditeurs, c'était quel est le livre que tu as envie d'écrire. Et donc c'est là où j'ai écrit du coup comme un lion de papillon noir. Vraiment, alors à la fois avec un désir très, comment dire, très personnel de faire le livre que j'aurais voulu voir dans cette bibliothèque à l'école quand j'avais 8 ans, mais aussi avec un regard critique de proposer non pas des personnages marrons avec des nez pointus et des yeux verts, donc des traits Mmh. européanisés et texturistes, mais vraiment de proposer une diversité de carnation, de morphologie, de type de cheveux, à l'image de ce que l'on voit en fait dans la rue, tout simplement. Mmh. Et donc c'est là que commence l'aventure de Papillon Noir. Et peut-être euh, euh, Ouais. on pourra en parler, mais donc ça a été ça mon premier pas en littérature jeunesse. Et avant ça, j'avais quand même sorti un roman adulte aussi sur une femme noire qui était victime d'actophobie, donc la peur de toucher et d'être touchée, D'accord. mais qui aujourd'hui n'existe plus parce que la maison d'édition a fermé. Donc j'avais quand même déjà des envies d'imaginaire, en fait, qui nous honorent Ouais. et qui montrent en fait la complexité de nos expériences. Super. Merci, de nous avoir partagé tout ça. Je vais revenir sur plusieurs choses que tu as évoquées, là, à l'instant. Déjà, j'ai une question par rapport à ton rapport, à les littératures enfants. Tu as dit qu'il y avait, des livres, d'auteurs et d'autrices, noirs, dans la bibliothèque de tes parents. Du coup, est-ce que, tu as tout de suite, été, un peu dans la lecture et cetera? Tes parents lisaient? Tu les voyais lire? Comment ça se passait chez toi enfant? Alors mon père lisait beaucoup, ma mère pas du tout, mais elle avait cette fibre d'archiviste puisque c'est elle qui m'a dit: «Il faut connaître Toni Morrison» et quand je lui ai demandé: «Mais tu l'as Mmh. lu?» Elle m'a dit: «Non, mais c'est la première femme noire à avoir obtenu un prix Nobel et il faut en fait, connaître cette femme-là». Donc ils avaient cette fibre très, très engagée, hein, déjà, d'avoir en fait des imaginaires à portée de main, puisque ma mère est martiniquaise et mon père, est congolais. Donc cette richesse aussi diasporique de la mettre en avant dans nos bibliothèques, de contrer aussi les discours à l'école, c'est-à-dire que c'est mon père qui m'a appris que la France libre en 1940 avait pour capitale Brazzaville au Congo, et ça en fait c'est jamais abordé durant les cours d'histoire au lycée ou autre jusqu'à aujourd'hui. Donc ils m'ont fait comprendre qu'il y avait une double histoire due au racisme et au colonialisme, etc. Mais pour autant, je n'aimais pas lire. Donc oui, je voyais Mmh. mon père lire, etc. Mais je trouve important de le rappeler parce qu'il y a un peu une romantisation et un élitisme parfois autour du parcours d'écrivain. Moi, je n'aimais pas lire du tout. Justement, d'une part parce que je ne me voyais pas, mais surtout parce que je préférais les séries, les films et autres. Et que c'est venu beaucoup plus tard, surtout quand j'ai compris que la lecture, outre le fait d'être
le travail obligatoire à faire en classe, en fait, puisse être un espace où on pouvait exercer son sens critique. Et donc, c'est vraiment quand je me suis rendu compte que notre professeur nous demandait notre avis et pourquoi on n'avait pas ce texte, même si c'est celui d'Hugo, même si c'est celui de Voltaire ou quoi, enfin, quand on avait un espace pour notre sens critique, que j'ai vraiment commencé à lire, je me suis vraiment dit, ah d'accord, on n'est pas juste là pour recevoir, on est là pour interagir avec la littérature. On est là pour la débattre, on est là pour échanger autour, on est là pour ne pas être d'accord. Mais donc c'est venu à la, ouais, je pense vers la fin du lycée. Euh, et j'aimais D'accord. plus éc- et j'aimais plus écrire que lire. Et ça Mmh. aussi, euh, et ça aussi, je le dis souvent aux jeunes quand j'interviens dans des classes, que ce soit des étudiants ou des plus jeunes. C'est ok en fait d'aimer écrire ces histoires avant même de faire ces découvertes littéraires en fait. Il y a pas un seul Mmh. chemin. D'accord, OK. Oui, c'est vrai que c'est important de je trouve, oui, de poser le contexte sur, bah, déjà le rapport avec, tes parents à la lecture parce que, ça aussi, ça conditionne, d'avoir des parents qui ne lisent pas, par exemple, ben, tout de suite, on n'est pas habitué, à voir ça et du coup, ça nous incite pas forcément à lire et comme tu le dis, ça cantonne un peu dans le milieu scolaire qui est un peu, en mode punition, quoi. Faut lire, faut lire ça, et du coup moins, lecture, plaisir. Et tu nous disais que tu avais, bah, justement écrit plus de 400 pages enfant. Ouais, à 12 ans. Ouais. Je trouve ça fou. Je pense que c'est pas tous les enfants qui écrivent autant. Et en fait, c'est quelque chose qui t'est venu, spontanément, tu avais envie d'écrire et du coup, tu as écrit beaucoup au fur et Ouais. à mesure du temps de que l'histoire se déroulait, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis en fait, c'est surtout, j'avais vraiment un sentiment d'urgence, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire et que je voyais que les seuls auteurs qui étaient mis en avant à la télé, c'était des hommes blancs, je me souviens d'un reportage d'une petite fille blanche qui avait sorti un livre à l'âge de 11 ans, ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, elle avait un reportage parce que c'était la plus jeune autrice de France. Et donc, je me souviens m'être dit, ah d'accord, donc en fait, peut-être que mon seul espoir d'être peut-être un jour publié, pas, parce que là encore, c'est tellement opaque que je savais pas que c'était possible que ce soit une carrière, mais donc je me suis dit que le seul moyen peut-être d'avoir une chance de voir mon livre lu un jour, c'était de le faire très jeune. Et donc, et en fait, c'est parti de là, et c'est après que j'ai découvert le plaisir. Effectivement, je rentrais tous les soirs après le collège, et dès que je pouvais avoir l'ordinateur familial, j'écrivais, c'était ça mon passe-temps. Et j'étais Mmh. dans ma bulle en fait, j'étais dans un autre univers. Je créais des personnages qui étaient à la fois proches de mes amis, mais qui avaient leurs propres intrigues. Donc un peu cette découverte extrêmement grisante de créer son propre monde. Et ça a vraiment, ouais, ça a vraiment commencé comme ça. Mais j'ai pas vu du coup le temps passer, donc je n'ai pas vu que j'avais fait 400 pages. Je les ai écrites juste à la suite. Donc c'était une vraie passion, au point que ben, mes parents me disaient, bon Laura, il faut laisser l'ordinateur, et il faut aller dormir, il faut arrêter d'écrire. Ça a commencé voilà, d'abord avec cette idée que c'est tellement inatteignable en fait d'être auteur, ou qu'est-ce que ça veut dire d'être auteur? Juste de sortir un livre, parce qu'on ne connaît pas très peu le circuit entre le moment où tu écris et le livre que tu vois dans un magasin en fait. Donc c'était tellement lointain que je me suis dit, bah, je vais tester comme ça dans ma chambre. Et après, ben, j'ai découvert le plaisir que c'était d'écrire sans compter, sans s'arrêter. Excellent, trop, trop bien. Hem, par rapport à ton premier livre, justement, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur, tu n'as pas voulu faire un livre, un peu comme les autres livres jeunesse ou juste changer la couleur, des personnages et encore d'avoir, enfin, j'en ai un comme quand tu l'as expliqué, j'en ai un comme ça où, Ouais, bah, c'est un des seuls livres que j'ai trouvé, avec une petite fille, à la peau, noire et oui, c'est une peau, marron clair, et le personnage, en fait, c'est juste qu'ils ont changé le fond, enfin la couleur, quoi. Sinon, le personnage, ouais, il est ouais, comme dans les autres livres de la série. Et en fait, ce que j'ai adoré avec ton premier livre, c'est,
c'est que, c'est tout enfin, c'est toute la poésie, de la littérature qui est dans notre, quotidien. Enfin, on voit que c'est quelqu'un comme nous qui l'a fait. C'est ça qui du coup, est super important et je vois la réception aussi, de mes enfants, quand je leur lis ce livre. C'est pas la même chose et je vois qu'ils se voient, qu'ils posent des questions parce que c'est aussi, je trouve, un livre, qui permet d'ouvrir des discussions et cetera. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce livre? Bien sûr. Alors, donc comme je le disais, j'ai cette éditrice qui me donne carte blanche pour faire un livre pour enfants et moi je lui dis: «Mais je sais pas comment on fait des livres pour enfants?» puisque pendant des années, j'avais écrit des romans donc c'est combien de pages? Comment ça se passe avec l'illustration? Et comme c'était une très bonne éditrice, elle m'a justement dit qu'elle était là pour m'accompagner sur ce projet. Donc je rentre chez moi et je me pose dans mon salon et je me revois parce qu'en fait, c'est ça, c'est quand on écrit un livre, on ne sait pas quelle trajectoire il va avoir. Mais donc je me revois me poser dans mon salon et juste écrire avec mon ordinateur sur mes genoux. C'est quelques pages, une dizaine de pages qui allaient devenir comme un million de papillons noirs. Et donc je lui renvoie ce texte. Et donc on coupe, parce que c'est un livre pour enfants, donc ça s'apprend la concision. Et donc oui, j'avais vraiment... l'histoire vient du fait que quand j'étais petite, on m'avait aussi harcelée, comme beaucoup d'enfants noirs malheureusement. Pour ma peau, pour mes traits, pour mes cheveux. Et il y avait particulièrement une fois où une petite fille s'était moquée de mes tresses. Et quand je suis rentrée voir ma mère, je lui ai dit que je ne voulais plus mes tresses, je ne voulais plus cette coiffure. Et ma mère m'a dit bah, pourquoi, et je lui ai dit juste comme ça. Et donc elle s'est doutée qu'il s'était passé quelque chose à l'école. Et elle a refusé en fait de défaire mes nattes parce qu'elle m'a dit, mais en fait, tu aimais cette coiffure ce matin, donc c'est pas le regard des autres qui doit définir la manière dont tu te vois et dont tu aimes en fait ta coiffure. Donc j'ai voulu reprendre ce petit souvenir et le réinvestir en fait avec l'histoire d'Adé, donc cette petite fille qui est moquée pour ses cheveux parce qu'ils ont gonflé sous les yeux de ses copains sous la pluie, et qui va voir sa mère. Sauf que bah, sa mère va lui dire bah, de la même manière que tu aimes les papillons noirs, tu devrais aimer tes cheveux. Et donc Adé se demande mais quel est le rapport? Et donc, bah, se déroule du coup une métaphore où sa mère va lui montrer que bah, la beauté qu'elle peut voir dans des choses comme des papillons noirs est la même pour ses cheveux. Et donc, Adé va apprendre à aimer ses cheveux en espérant que les papillons noirs en ressortent. Et va découvrir qu'il n'y a pas besoin d'artifice finalement en fait pour qu'elle s'aime telle qu'elle est. Et donc voilà, donc j'écris ce projet. L'éditrice m'avait donné la possibilité aussi de trouver un illustrateur ou une illustratrice, afrodescendant encore mieux. Sauf que je me souviens aussi des bouteilles à la mer et je n'ai jamais eu de réponse. Donc quand on me demande souvent pourquoi j'ai pas fait ce livre avec une illustratrice ou un illustrateur noir, c'est parce qu'on m'a pas répondu. Alors, un, j'étais pas connue. Et deux, j'ai compris plus tard aussi qu'il y avait une peur pour beaucoup d'illustratrices noires d'être cataloguées comme je dessine que des personnages noirs dans le milieu. Et donc, ben, comme je suis revenue bredouille, donc mon éditrice m'a dit bah, écoute, moi je peux te proposer quelqu'un. Alors, c'est pas une artiste noire, mais c'est une très bonne artiste qui s'appelle Barbara Brun. Donc, faut savoir que dans le monde de l'édition, souvent l'éditeur va choisir l'illustrateur et l'imposer en fait au texte D'accord. d'un auteur. Et là, on avait la possibilité non seulement de se rencontrer, mais de collaborer ensemble. Et je pense que c'est aussi pour ça que, contrairement à certains livres où parfois on sent un décrochage entre le texte et l'illustration, là, il y a une vraie poésie et dans les illustrations de Barbara Brun, et qui reflète en fait aussi le texte. Mmh. Et donc j'ai pu me poser avec Barbara Brun, en fait, pour lui dire ce que je voyais pour l'illustration, les enjeux de carnation, les enjeux, voilà, tout ce que je te disais un petit peu au début de notre échange. Ça a été et une fois qu'en fait j'ai posé les bases, je l'ai vue en fait s'emparer de tout ça et le faire se déployer. Et en fait, elle-même a questionné par la suite son regard sur est-ce que moi-même en tant qu'illustratrice blanche, j'ai dessiné beaucoup d'enfants noirs dans mes précédents projets. Donc ça a été une vraie aventure littéraire où on a appris toutes les deux sur le fait d'écrire un livre pour enfants. Puisque moi de mon côté aussi, il y avait aussi le fait de faire confiance à l'illustration. Tu peux pas, il n'y a pas de description dans les livres pour enfants, contrairement au roman. Tu peux pas tout contrôler avec tes mots. Mmh. Donc laisser cet Mmh. espace-là pour elle. Et donc, on termine le bouquin et il nous fallait 10 000 euros pour financer les 2 500 premiers exemplaires.
puisque OK. c'était une petite maison d'édition indépendante, et du coup qui, voulait, donc lancer le démarrage avec une campagne Ulule. Et contrairement à aujourd'hui, c'était encore nouveau de faire des campagnes Ulule pour des projets comme ça. Donc, on a lancé cette campagne et en fait, les 10 000 euros, on les a eus en une semaine. On a eu Oui. en une semaine, pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait non seulement une attente, pas seulement des familles noires, mais aussi des enseignants, des médiathécaires, des bibliothécaires, des pédiatres, en fait, on a eu une communauté de lecteurs extrêmement diverse qui s'est formée autour de ce livre parce que les gens se sont dit, enfin, un livre Mmh. qui n'est pas sur des stéréotypes coloniaux ou avec des enfants noirs qui marchent nus ou des choses comme ça dans un pays où on ne sait pas trop lequel, mais c'est quelque part en Mmh. Afrique, je sais pas quoi. Les gens se sont dit enfin quelque chose pour aborder aussi ces questions de discrimination à l'école, à hauteur d'enfants, d'harcèlement scolaire. Donc ça y allait très vite et en un mois, on a eu le double de ce qu'on voulait récolter. Et on a commencé à avoir de la presse du coup pour un livre qui n'était pas sorti. Donc là, j'ai commencé un Mmh. petit peu à je commence ouais, donc là, je commence un peu à paniquer parce que je me suis dit: «Ça se trouve, il va sortir, ils vont pas du tout aimer» et Tu as mis la pression. ah ouais, la pression. Franchement, j'ai pas fait ma maline et finalement, le livre sort et les 2 500 exemplaires se vendent, extrêmement vite. Il faut savoir aussi que c'est un livre qui était pas présent en librairie. C'est un livre uniquement disponible sur le site de Mmh. l'éditeur. Donc pas OK. sur, les plateformes marchandes. Donc même c'était assez phénoménal de voir une vente pareille quand les canaux de distribution et de diffusion étaient aussi réduits pour ce livre-là. Et donc, bah, la demande étant grandissante, mon éditrice vient me voir et me dit: «Écoute Laura, bah, tu sais, nous, on n'est que 2 dans la maison d'édition et les cartons sont chez nous, quoi. Donc on peut pas suivre une telle demande, et je pense que le mieux, c'est qu'on te trouve une maison d'édition beaucoup plus grande, qui puisse rendre accessible Comme un million de papillons noirs en librairie, et aussi en commande». Ce qui est extrêmement classe parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'éditeurs qui auraient fait la même chose. Clair. Parce qu'en fait, la distribution, elle dépend de la maison d'édition? Complètement. La maison d'édition doit avoir du coup un distributeur, un diffuseur, et c'est ce qui est plus difficile pour les maisons d'édition indépendantes qui s'ouvrent, c'est que c'est ce qui représente la plus grande part de leur chiffre d'affaires. Sur le prix d'un livre que vous payez, il y a 30% en fait qui va à Amazon, Fnac, etc., etc. Euh, et donc ils gagnent plus que l'auteur. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mmh. Donc là, donc je me dis, bon, on a la presse, on a les demandes, on a les chiffres. Normalement, si on se présente auprès de grandes maisons d'édition, ça devrait le faire. Et même si j'étais au fait des questions des discriminations hein, qu'il y avait dans le monde du livre, puisqu'on n'a pas une production littéraire entièrement blanche et masculine sans qu'il y ait des choix qui soient déjà faits dans ce milieu-là, je me disais que les chiffres vont parler. Et en fait, donc on a commencé à contacter plein de maisons d'édition françaises et il y avait deux types de refus. Et le premier type de refus, c'est un refus objectif, c'est-à-dire, ben, nous, on va pas prendre votre livre parce que bah, déjà, il arrive tout fait. Nous, on fait pas ce type d'illustration-là, on fait pas ce type d'âge-là aussi, c'est pas le genre de livre qu'on fait, etc. en général, en termes de collection. Donc c'est comme demander en fait à une maison d'édition d'adopter un objet en fait. Et donc ça, je pouvais le comprendre que D'accord. d'un point de vue graphique et artistique, enfin qu'il y avait un différent en fait. Parce Et que les maisons d'édition, excuse-moi, les non, pas de maisons souci. d'édition, ils ont leur, propre, en fait, c'est comme s'ils avaient leur propre identité sur, Exactement. tous les livres d'accord, OK. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Chaque maison d'édition a une ligne éditoriale qui s'exprime en différentes collections. Et donc, même si tu as deux collections pour les tout petits de 0 à 3 ans, tu auras deux maisons d'édition qui vont l'aborder d'une manière totalement différente. Est-ce que ce sera plus imagé? OK. Est-ce que ce sera plus littéraire? Etc. Donc moi, quand je viens même avec un livre assez grand, en type de format, avec tant de pages, peut-être que eux, ils font que des livres cartonnés en format carré, tu vois. Mmh. C'est pour montrer, pour Ouais. grossir un peu le trait. Donc il y avait ces refus-là, que je comprenais tout à fait. Et puis il y avait les autres. Et les autres, c'était une petite fille noire sur la couverture, ça ne vendra pas. Donc moi je leur dis, mais on a déjà vendu. Et on a de la presse. Ah. Donc ça va vendre. Mmh. Et en fait, non, ça ne va pas vendre.
Non, c'est communautariste. Et il y a une éditrice qui m'avait dit aussi, moi je ne vais pas publier une femme noire qui écrit que pour les petites filles noires, alors que j'avais jamais dit ça. Donc en fait, donc plein d'interactions extrêmement racistes. Et puis après, il y avait aussi les modérés, c'est-à-dire ceux qui nous disent, alors nous on veut bien prendre le bouquin si vous éclaircissez la peau de AD. Nous on veut bien le prendre si vous lissez ses cheveux, ou si vous rajoutez des personnages blancs et que vous enlevez un peu des personnages noirs, etc. En fait, un livre à la demande en fait. Une demande basée sur des critères extrêmement racistes et négrophobes. Ça Donc en devait être fait, super violent à vivre, donc c'était tout ça. extrêmement violent. Et en plus, tu le vis d'abord une première fois, tu te dis, ok, c'est ta maison d'édition. Mais quand en fait, au bout de 6 mois d'échange, tu trouves personne, tu te dis, ah ouais, le monde de l'édition français, contrairement au monde de l'édition américain, en France, on préfère être raciste que de faire du chiffre. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est que même si on y avait des arguments économiques, les Américains, eux, peut-être auraient pris papillon noir parce qu'ils ont vu les chiffres, Mmh. mais pas les Français. Donc, je ressors de ces 6 mois où j'ai dit non, bien sûr, à ces demandes de modification extrêmement xénophobes et racistes, avec l'idée que peut-être que ce livre qui marche ne ressortira jamais à cause du racisme de cette industrie. Et Mmh. finalement, donc une connaissance me dit, bah, est-ce que tu connais la maison d'édition Cambourakis? Et donc je t'avoue que j'étais quand même dégoûtée, donc que ce soit Cambourakis ou d'autres, j'ai dit non, je connais pas, mais ça sert à quoi de... Enfin, j'étais un peu découragée, quoi. Et elle Ouais. me dit qu'en fait, ils ont une collection de livres pour enfants, et en plus, ils ont des essais engagés, Bell Hooks, j'en oublie, mais enfin voilà, d'autres traductions enfin, de féministes noires connues. Donc peut-être que eux, ils pourraient publier ton livre. Donc je les rencontre et en fait, donc Isabelle Cambourakis, qui dirige une collection féministe chez les éditions Cambourakis, me pensait que ce livre était déjà dans une grande maison d'édition. Parce qu'elle l'avait vu partout. Elle l'avait vu partout. Et quand je lui ai dit mon expérience, elle en revenait pas. Donc elle m'a dit, bah écoute, nous non seulement on veut le reprendre en l'état, sans modification, quoi ou qu'est-ce, mais en plus on veut le rendre disponible en France, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, dans les dom et en Afrique francophone. Donc il y avait une vraie volonté de porter en fait ce livre. Et donc Mmh. le livre ressort du coup en septembre 2018 et au bout d'une semaine, il est en rupture de stock dans toute la France. Et ça va être comme ça OK. pendant 1 an et demi. À chaque fois, il va y Mmh. avoir des réimpressions et la maison d'édition va avoir du mal en fait à savoir quelle quantité de livres imprimer parce que la demande est extrêmement forte. Et jusqu'à aujourd'hui, Ouais. c'est l'un des livres qui a le plus vendu de leur catalogue en fait. Mmh. Donc c'est comme ça en fait que j'ai fait mes premiers pas en littérature jeunesse. Mais même avec ce succès-là de librairie, la presse française et le monde de l'édition français disaient que j'avais eu de la chance. Ou alors que c'était que les familles noires qui l'achetaient. Ou alors que les gens l'achetaient parce que les illustrations étaient jolies. Donc il y avait vraiment en fait ce détachement entre les lecteurs, le monde des lecteurs qui soutenaient, étaient contents de voir ce livre, et le monde du livre en fait qui m'antagonisait et qui refusait de reconnaître la valeur non seulement de mon travail, mais refusait d'avoir une conversation profonde sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un manque de diversité et d'inclusion dans la littérature jeunesse d'aujourd'hui. Beh, oui. Puis en plus, c'est fou parce que dans la réalité et je l'ai vu, au festival, Read and Shine, en fait, les gens qui faisaient la queue pour, une dédicace, pour ton livre, il y avait pas du tout que des familles noires, en fait. Enfin, Complètement. c'est et alors que c'était un festival quand même, c'était pas un festival littéraire lambda, c'était un festival littéraire afroféministe. Donc du coup, on s'attendait à ce qu'il y ait, oui, beaucoup plus de personnes noires, et cetera. Et c'est ce qu'il y avait, mais on voyait, aussi, beaucoup de familles blanches, de personnes blanches, d'enfants blancs qui venaient avec ce livre et ce livre justement, je trouve que le pouvoir de ce livre, c'est qu'entre les mains,
de personnes noires, il porte un message et il vient du coup soutenir, donner de la puissance à notre identité, etc. Mais dans les mains des enfants blancs et des personnes blanches, bah, il vient aussi être un outil du coup pour apprendre ce que c'est la diversité, pour se rendre compte de ce que les enfants noirs vivent, etc. Et du coup, je trouve ça incompréhensible, mais aussi incompréhensible parce que c'est pas rationnel, c'est raciste. C'est ça, Donc c'est voilà. raciste. Et en fait, et ça dénonce aussi une vision qui est qu'on s'attend à ce que tout le monde se sente représenté dans un personnage masculin, blanc, valide, hétérosexuel, etc. Mais que dès lors qu'en fait, que le personnage principal est racisé, ah là, là c'est clivant, là ne va pas parler. C'est une histoire dont beaucoup d'enfants aussi, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas noirs, qui ont adoré l'histoire, le fait de voir Mhm. juste une héroïne braver en fait le monde de l'école, le harcèlement scolaire qui peut avoir lieu. Donc en fait, c'est un livre qui a forcé aussi une conversation sur quels sont les visages de l'universel en fait qu'on tolère aujourd'hui en France. Le fait qu'aujourd'hui, j'aimerais par exemple qu'il y ait plus de personnages asiatiques aussi en littérature jeunesse ou plus de personnages arabes, etc. Et les pourcentages aujourd'hui, je crois qu'il y a 0,01 de personnages arabes en littérature jeunesse française et même et même américaine. Donc il y a un vrai sujet sur qui est obligé de s'identifier constamment à d'autres personnes qu'eux-mêmes. Ce sont les personnes racisées. Si on ne donne pas justement la possibilité à un lectorat blanc de découvrir en fait d'autres personnages et d'autres cultures, bah en fait c'est facile de dire que ça va pas vendre puisque vous ne donnez même pas la possibilité aux gens de lire autre chose. Et ça, Mm. c'était vraiment pour moi le plus parlant parce que déjà les enfants ne se mettent pas du tout ce genre de barrière quand ils lisent ou regardent un dessin animé ou autre. Et on l'a vu avec le manga, hein, on l'a vu avec les mangas. Mm. Carrément. Euh, mais c'est surtout que ce sont des adultes qui plaquent en fait leur biais raciste sur une production littéraire. Et je me rappellerai toujours parce que j'avais confronté des éditeurs lors d'une conférence donc, qui s'appelle les Assises de la littérature jeunesse. Je crois que c'était en 2022. Et donc c'était l'une des rares fois où en fait tu voyais une centaine d'éditeurs parisiens dans une même pièce. Donc et quand en fait ils m'ont hué parce que je leur disais la même chose que je te dis aujourd'hui, mon expérience de lectrice en France, la trajectoire de ce livre, etc. Quand j'ai vu à quel point en fait ils refusaient d'entendre leur responsabilité dans le fait de proposer une littérature jeunesse, je leur ai dit ça ne vous fait rien de savoir qu'il y a plein d'enfants que vous excluez par votre littérature. Et ils ont dit non, que ça ne leur fait rien. Parce qu'en fait, ils sont juste là pour créer des histoires et manger ce qu'il y a, en fait. C'était vraiment ça le message. Manger ce qu'il y a. Donc ce rapport aussi très bourgeois, très classiste, très raciste vis-à-vis du lectorat, en fait, dans sa Mm. globalité. Et ça, en fait, on n'en sortira qu'avec une nouvelle génération d'éditeurs et d'éditrices engagés qui arrive, et Mm. aussi une génération d'auteurs aussi engagés. Mm. Carrément. Avec cette première expérience, bon, du coup double expérience, parce qu'une expérience où au départ tu as eu une maison d'édition qui t'a donné carte blanche, qui t'a laissé toute la liberté et la place à ta créativité et au fait de produire ce livre. Et puis après, plusieurs maisons d'édition qui ont été d'une grande violence par rapport au fait de reprendre ton livre. Euh, Comment ça a impacté la suite de ta relation avec les maisons d'édition? Quel choix tu as fait pour pouvoir du coup éditer d'autres livres, sortir d'autres livres? Est-ce que tu peux nous en dire Alors, plus? j'ai eu un peu de... Je peux dire je peux dire, je pense que j'ai eu de la chance de quelque part. C'est-à-dire que j'ai été approchée par une agente littéraire juste avant la réédition, donc la sortie de Papillon Noir. Et donc l'agent littéraire, c'est quelqu'un qui va démarcher pour toi des maisons d'édition pour leur proposer ton travail Ok. et qui va du coup gagner une commission sur les contrats qu'il négocie pour toi. Donc en fait, avant même que je sache que Papillon Noir allait devenir un best-seller, j'ai cette agente littéraire qui s'est assise pour me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire en France.
qu'est-ce que j'ai envie de proposer en France. Et il faut Mmh. effectivement, même si je savais que Papillon Noir allait ressortir, j'étais extrêmement en colère de savoir tout ce qu'il m'avait fallu pour un seul bouquin. Et donc là, je lui ai parlé de tout ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire mes romans afrofuturistes qui étaient déjà là à l'époque, donc en 2017. Envie de proposer des choses diverses, parce en France, il y a les cases. Si tu fais des livres pour enfants, bah, tu vas pas faire de la BD. Si tu fais de la BD, tu vas pas faire des romans, etc. Alors que moi, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, je lui ai dit tout ça. Et mon agente littéraire m'a dit, en fait, c'est pas que tu m'as pas. Et donc, je lui disais que j'avais l'impression que je ne vais jamais réussir à faire tout ça, que c'est pas possible, qu'il faudrait peut-être que j'écrive en anglais pour espérer avoir la possibilité de faire les livres que j'ai envie de vraiment faire. Et donc elle m'a dit, c'est pas que tu vas pas pouvoir le faire en France, c'est que tu es en avance sur ton temps. Et que du coup, il faut faire un projet après l'autre. Et donc, avec le succès de Papillon Noir, Cambourakis m'a proposé de faire un deuxième livre pour enfants. Donc il s'est passé ce qu'elle m'avait dit, c'est-à-dire que ce scénario où on m'a d'abord connu en jeunesse, après j'ai été signée chez Albin Michel pour ma trilogie de romans afrofuturistes inspirés des mythes d'Afrique francophone et de la Caraïbe. Ensuite, j'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait ce que je voulais faire en fait, j'ai vraiment fait ce que je voulais faire, et surtout, j'ai compris aussi que le fait d'être ouvertement engagé dans l'espace public, ça me garantit de travailler avec des gens qui ont vraiment envie de travailler avec moi. C'est-à-dire que je peux pas avoir Mmh. je peux pas avoir des éditeurs qui vont venir me demander de bosser avec eux, mais de pas faire un truc trop noir. Ouais. Ça a fait voilà, ça a fait un tri qui m'a Mmh. assuré de travailler avec des gens qui avaient vraiment envie de changer les choses. Et c'est le cas d'Albin Michel. Albin Michel a publié Nos jours brûlés, donc une trilogie afrofuturiste, alors que les équivalents américains afrofuturistes ne marchaient pas trop en France. Donc il y avait une vraie foi, en fait, en mon travail et en la possibilité que c'est des œuvres qui sont là pour changer dans le temps Mmh. la littérature française. Et donc, ouais, donc ça s'est fait comme ça. J'ai aussi un lectorat très fidèle qui savent que même si, par exemple, ne lisent pas des romans afrofuturistes, ils vont trouver autre chose. Ils vont trouver un livre pour enfants ou une bande dessinée. Et ils savent aussi ce que je défends. Donc, Mmh. donc j'ai la chance d'avoir vraiment une communauté extrêmement fidèle depuis maintenant plus de 10 ans. Et aussi un monde de l'édition qui essaie de se rattraper maintenant. Et donc, qui parfois va me solliciter pour mon expertise sur ces questions-là. OK. Donc ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, mais avec les bonnes personnes. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup Ouais. vraiment avancer. Mmh. Ouais, en fait, hem, il y avait tu as été confrontée à ces acteurs, qui veulent rester dans le passé, avec, tous les préjugés et cetera qu'ils ont, hem, à découvrir et même, façonner le réseau, qui va te permettre de faire ce que tu fais et aussi, j'imagine que ça montre aussi à d'autres, auteurs, autrices, noires que enfin, ça donne de l'espoir, je trouve, du coup, du parcours que tu as et des acteurs aussi que tu as pu trouver pour continuer à publier, avec tes conditions. C'est assez puissant en termes de représentativité. Toi, tu travailles la représentativité dans tes livres, mais toi-même, tu fais partie de cette représentativité et du coup, c'est assez puissant, quoi. Oui, c'est aussi pour ça que c'était important pour moi d'être présente dans les rencontres scolaires ou même dans des salons qui ne sont pas parisiens, d'aller, quand j'avais la possibilité de faire des tournées à l'étranger, ou même dans nos territoires en fait. Donc d'être présente et de montrer que oui, il y a une conversation sur comment on fait. Et en fait, moi j'aurais voulu avoir quelqu'un à qui demander comment on fait pour faire des livres, pour publier son projet. Et j'essaie d'être un peu cette personne-là. Et ça, c'est pour la partie visible, parce que dans les coulisses aussi, moi, mon but, et on le connaît, c'est pas d'être l'exception, en fait, qui confirme la règle. C'est d'aider d'autres auteurs à décrocher leur contrat, Mmh. trouver des maisons d'édition qui proposent leurs œuvres sur le long terme, à bien négocier, etc. Donc, il y a vraiment un travail collectif que j'essaie
d'impulser à ma manière. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit ça cette année, et je m'en étais jamais rendu compte, mais elle me dit, mais toi, en fait, Laura, t'es une autrice non seulement noire, mais qui est là à toutes les rentrées littéraires. Et il n'y en a pas beaucoup. Et je ne savais, et c'est pas quelque chose dont je m'étais rendu compte. Moi, pour moi, c'est je sors mon livre, et elle me dit, non, mais voilà, tu te rends compte que il y a pas autant d'auteurs qui sortent pratiquement chaque année un livre, et encore moins des personnes racisées. Donc, à quel moment tu es là Mmh. aussi, tu vois? Donc c'est vrai que je Ouais, ne. ouais, ouais. Donc après c'est quand même une charge, hein, parce que quand tu sors des projets, euh, on prendra tout. Quand un auteur noir propose quelque chose de nouveau, si ça échoue, on va pas dire ah son projet a échoué, le prochain ce sera mieux. On va dire ah vous voyez qu'il fallait pas publier des personnes noires. C'est c'est hyper. Ouais. Et On là donc t'attend au tournant, en on fait. t'attend au tournant. Et là encore, je pense que maintenant, ça va. J'ai fait mes preuves, on va dire, entre guillemets. Mmh. Je n'ai plus cette pression-là, et puis même, je la refuse. Mais il y avait quand même cette espèce d'attente. Enfin, j'ai quand même des éditeurs qui m'ont dit ah, mais en fait, vous savez écrire. Il y a beaucoup de personnes dans le milieu qui pensent que les personnes noires ne savent pas écrire. C'est fou. Ouais. OK. C'est fou et Il y a un peu ce regard à la fois raciste et aussi classiste de on sait pas écrire ou alors on écrit moins bien. Et en mmh, fait, si c'était vrai pour certains d'entre nous, ça s'expliquerait aussi par des questions de classe et d'accès à la culture, etc. En fait. Mais mmh, donc ça fait aussi partie d'un système traversé par des discriminations et des rapports de force et de domination à qui a l'accès à la culture. Mais ce que ça dénote pour moi plus que ça, c'est qu'on ne permet jamais aux artistes racisés d'être débutants. On apprend comme n'importe mmh, qui, oui, on apprend comme n'importe qui, on cherche aussi, voilà, on a le droit en fait d'être médiocre. Et il y a mmh, toujours en fait cette attente de l'excellence qui pourrait justifier notre présence et le fait qu'on nous tolère. C'est aussi un reliquat colonial et raciste en fait. Donc, euh, donc ouais, j'ai bien conscience en fait des espaces en fait, où je navigue et c'est pour ça que pour moi c'est un impératif aussi qu'on y soit nombreux. tu disais que, c'était, pour toi, c'était ta mission, mais c'était aussi une charge, bien sûr, de porter, ces sujets. Comment tu fais pour, prendre soin de toi dans tout ça? En vrai, ça s'apprend. En vrai, ça s'apprend. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce dont j'avais besoin, puisque tu as aussi les impératifs des premières années. C'est-à-dire les premières années, tu dois te faire connaître, donc tu acceptes tous les salons, toutes les dédicaces, toutes les librairies. Et il faut savoir qu'un livre, il a entre 3 et 6 mois de vie. Donc s'il fait pas ses preuves au bout de 3 ou 6 mois, c'est un peu mort, quoi. Enfin, ou du moins, Mmh, tu auras une autre salve de livres qui vont venir après, et donc il sera plus mis forcément en avant. Les deux, trois premières années, je faisais mes preuves et j'acceptais tout jusqu'au surmenage, hein, faut le dire. Et aussi parce que je ne savais pas combien de temps ça allait durer, parce que ça peut s'arrêter demain, en fait, quand tu es artiste. mmh, Euh, et finalement, ben, pour moi, mes espaces de recharge, c'était aussi comprendre quel type de personne je suis. Et dans mon cas, je suis très sociable, mais j'ai besoin aussi d'être seule. J'ai une mmh, introversion j'ai oublié le terme, mais voilà, une introversion qui a besoin, voilà, quand je recharge mes batteries après un événement social, après un salon, etc. Et encore plus quand la charge raciale est si lourde, en fait, à porter. Donc, savoir que et oui. après être intervenu pendant 2 3 jours dans un salon, peut-être qu'il me faut une semaine seule chez moi à écrire ou Mmh, avec ma famille ou avec mes amis. Savoir aussi à quel moment j'ai besoin en fait d'être dans un collectif safe, typiquement le festival Read and Shine, qui du coup survient au début de la rentrée littéraire. C'était incroyable, c'est-à-dire que tu sais que mmh, tu commences ta promo avec un salon où bah, tu vois des gens comme toi, t'as pas des questions mmh. un peu malaisantes, enfin, tu vois, genre Ouais. et tu es accueilli comme une autrice en fait, pas juste comme une femme noire qui écrit. Donc il y a ça aussi qui m'aide beaucoup. Ce qui me permet aussi vraiment qui a fait la différence, et ça je l'ai compris sur les 2 premières années, c'est avoir un groupe d'autrices autour de moi.
qui comprend ce que je traverse, et pas forcément d'autrices noires ou racisées uniquement, mais vraiment un groupe d'autrices qui savent qu'on peut réussir ensemble, en dehors des logiques de concurrence et autres, qui vont te donner de la force et des stratégies dans ce milieu-là, qui vont partager des outils de négociation, qui vont te partager les codes. Il y a une grande autrice que j'aime beaucoup, Marie Pavlenko, qui m'a fait asseoir un jour lors d'un déjeuner, qui m'a dit, bon, Laura, les déjeuners pro avec des éditeurs, faut le faire. Et je sais que tu détestes ça, et je sais que tu es introverti, etc., etc., mais il faut le faire. Donc, en fait, il y a des codes comme ça. Enfin, tu as besoin d'avoir un groupe qui te dise, qui comprennent ton milieu, qui comprennent les enjeux, qui comprennent ton domaine, et qui savent aussi t'accompagner, et qui célèbrent aussi tes victoires. Mmh. Moi, Oui, c'est important. c'est un truc qui... Ouais, c'est important, tu vois, c'est important. Et puis après, oui, les proches et les amis. Moi, je pense que ça m'aide aussi beaucoup être entouré de personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu artistique ou dans le milieu culturel, euh, parce que ça te décentre aussi, tu vois, les choses. Et t'es pas que ça aussi. Je suis pas juste une autrice, je suis une personne. Donc maintenant, faut avoir la discipline, ouais, de se reposer et de lever le pied et de privilégier ces espaces-là de recharge, même si ça te met en retard sur le rendu d'un projet. C'est ça qui est encore difficile. Tu nous disais que tu n'écris pas que des livres pour enfants. Tu écris plusieurs types d'ouvrages. Est-ce que tu peux nous en parler? Notamment, tu évoquais la trilogie afrofuturiste et j'ai lu alors bien sûr que je me rappelle plus dans quel magazine, mais c'était il y a 2 semaines, je crois, j'ai lu c'était pas Socialter? Oui, c'est ça, Une oui, c'est ça. interview. Ouais, C'est ça? C'est ouais, ça? c'est Ouais, ça. bon, j'ai C'est retrouvé. ça, franchement. Parce que je me suis dit, mince, je n'ai pas regardé avant et Ah je non, l'ai ouais, lu il c'est y a ça. pas longtemps. Ouais, c'est ça. Oui, oui, du coup, tu étais avec d'autres personnes interviewées et tu parlais justement d'afrofuturisme. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce sujet? Enfin, en tout cas, comment toi ça t'est venu? J'imagine Oui. que tu nous parlais des films. Est-ce que c'est lié aux films? Alors, pas du tout. En fait, je suis passionnée de mythologie comparée. Et en fait, la mythologie comparée, c'est le fait aussi de comparer les différentes cosmogonies, récits mythologiques de différentes civilisations et de voir ce qui revient le plus souvent. D'accord. Ça c'est mon bonbon. Donc voir comment un mythe peut avoir les mêmes ingrédients, sauf que bah en fait, ce sera un Viking parce que un mythe scandinave, ou ce sera un griot parce que ce sera un mythe africain, mais c'est la même histoire. Je trouve ça impressionnant de voir comment les histoires traversent le temps et les civilisations. Et donc, encore une fois, quand je faisais mes recherches sur la mythologie, ou que j'allais en librairie pour voir mythologie africaine ou caribéenne, il n'y avait toujours qu'un seul bouquin. C'était la mythologie égyptienne. Et c'est tout. Donc, je me dis, bon, c'est un peu short quand même, enfin tout un continent, il doit quand même y avoir d'autres choses. Donc j'ai commencé mes recherches comme ça, et au fur et à mesure, alors ça faisait 4 ans que j'avais pas écrit de la fiction, mais à un moment j'ai visité le Sénégal en vacances, et je suis allée à l'île de Gorée, et là j'ai commencé à prendre un carnet, une feuille, et j'ai écrit la première scène qui allait être le début de toute une trilogie. Et donc, en fait, qui mêlait à la fois des mythologies d'Afrique francophone, parce que même dans les livres afrofuturistes américains, c'est toujours des références aux mythologies de pays anglophones, donc Nigeria, Ghana, parfois Afrique du Sud, et souvent il n'y en a que trois. Donc j'étais un peu frustrée de ça aussi, et encore plus avec Black Panther, puisque Black Panther, du coup, reprend... Black Panther, c'est un patchwork de plein de références d'Afrique anglophone, un petit peu d'Afrique francophone, mais très peu. D'accord. Et ils ont juste fait leur tambouille et c'est fini. Donc tu sais pas trop où ce qui va Mmh. avec quelle Oui. ethnie ou autre. Enfin bref. Donc j'avais envie d'avoir un univers comme ça, inspiré des mythes
voilà, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, mais aussi de la Caraïbe, et de montrer en fait un univers diasporique, puisqu'on a matière à créer des mondes fantastiques comme ça. Et j'ai encore une fois écrit ce que j'avais envie de lire, hein, tout simplement. Et Mmh. donc c'est ce qui a donné du coup Nos Jours Brûlés, avec donc ce monde où le soleil a disparu depuis 20 ans. Et l'héroïne qui n'a jamais connu le jour, comprend pas pourquoi sa mère lui dit c'était mieux avant, il y avait certaines saisons, il y avait certains fruits, mais Elika, l'héroïne, ne comprend pas forcément cette nostalgie-là, jusqu'au jour où sa mère lui dit, bah écoute, j'ai la preuve que quelque part dans une cité oubliée du Cameroun, dans les montagnes de la Madawa, pardon, il y a un artefact qui pourrait faire revenir le soleil. Et donc, elles vont initier ce voyage toutes seules, hein, avec juste leur sac à dos, dans une nuit complète et totale. Donc, il n'y a pas de lumière, c'est vraiment avancé dans la nuit, à la Mmh. recherche de cet artefact. Et elles vont découvrir que la disparition du soleil n'a rien, en fait, de scientifique. Elle a tout à voir avec un conflit entre des dieux oubliés. Et donc là, en fait, Mmh. on bascule. Donc on est vraiment entre le futurisme, mais aussi le fantastique avec ses dieux. Et puis aussi pas mal de rites aussi, dont je me suis inspirée, qui existent bel et bien. Et donc c'était une première proposition dans l'univers, ouais, young adulte, donc jeune Mmh. adulte, en science-fiction. Et donc là encore, ça veut dire que tu débarques sur les salons de science-fiction, et on est très peu d'auteurs noirs en science-fiction. Donc tu portes ça, et du coup tu forces aussi une conversation en termes d'inclusion et de Mmh. diversité dans un autre registre que la science-fiction et l'imaginaire. Donc c'était aussi un pas, tu vois, c'était aussi un pas. Et pareil en Mmh. bande dessinée. D'accord, OK. Et j'ai vu la couverture, les couvertures de ces trilogies qui est sublime, très travaillée. À chaque fois, je me dis que, toi, par rapport au visuel, tu mets une grande importance sur le Ouais. visuel et sur les collabs que tu fais. Ouais, complètement. En fait, comme j'ai eu cette première expérience avec Barbara Brun, et que j'ai découvert après que c'était pas forcément habituel, c'est devenu une condition pour bosser avec moi. Si t'es Mmh. éditeur, voilà, tu dois me laisser choisir des illustrateurs, ou au moins proposer. Et en général, les éditeurs font participer l'auteur ou l'autrice, mais encore plus D'accord. quand ils savent que c'est un sujet important pour moi, enfin, tu Mmh. vois, de montrer ouais, les textures du cheveu crépus, tu vois, sur l'afro d'Elikia, sur la première couverture, les différences de carnation, les effets de lumière, en termes d'impression. Et ça va loin, en fait, parce que même avec ma bande dessinée, donc Amour croisé, qui est une bande dessinée adulte qui suit du coup une bande de copines noires en région parisienne qui vivent différentes il y avait un enjeu avec Mawena, le groupe qui est une des copines, qui est une femme noire foncée. Et donc, en fait, aujourd'hui, les machines d'impression françaises ne savent pas imprimer des personnages comme ça. Donc, il faut être derrière. Il faut faire des tests avec l'éditeur pour veiller à ce que nos carnations ressortent bien. Et c'est pas le travail Mmh. de Camélia Blando qui a fait défaut, puisqu'elle a fait des effets de lumière, en fait, incroyables sur le Mmh. personnage de Mawena. Mais il faut être un peu à l'affût aussi de la manière dont ton projet ou de ta couverture va sortir, en fait. Donc c'est vrai que c'est quelque Ouais, chose. du début jusqu'à la fin. Ouais, donc c'est un peu mon exigence personnelle, et là encore, les gens avec qui je travaille le savent, quoi. Et puis en plus, je trouve que quand tu acquiers un livre, c'est aussi un bel objet, c'est aussi quelque Oui, chose que tu mets dans ta bibliothèque et cetera, donc c'est vraiment trop bien d'avoir, une belle couverture, à pouvoir mettre dans son salon et tout. ouais, et puis en plus, c'est aussi nous voir en librairie, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de retours que j'ai eu, Oui, c'est se voir en couverture. C'est pas anodin, quoi. le dernier livre, que tu as sorti, c'est au sujet de Toni Morrison Ouais, écrire avant l'aube. et OK, et j'imagine par rapport à tout ce que tu nous as raconté, depuis le début de notre échange, que c'est quelque chose, que tu as voulu faire depuis longtemps? Alors pas du tout, Non? justement, ouais, je sais que ça surprend tout le monde. J'adore cette question, comme quoi il y a des livres, en fait, qui viennent à nous. Franchement, il y a des livres qui viennent à nous. Donc effectivement, c'est vrai que je suis fan de Toni Morrison depuis très longtemps.
plus de 15 ans, depuis ouais, adolescente. Mais je ne m'étais jamais dit que j'allais écrire sur sa vie un jour. Jamais, jamais, jamais. Parce que je pense que c'est quelque chose d'admirer quelqu'un, mais c'est autre chose de la transformer en personnage et de la faire parler. Tu vois, je trouvais que c'était une... Enfin bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, ma maison d'édition qui publie du coup Nos Jours Brûlés, Albin Michel, avait aussi, a toujours une collection de biographies romancées. Et sur la liste des figures qu'il voulait voir abordées, il y avait Toni Morrison. Et donc, mon agente vient me voir et me dit alors Laura, écoute, j'ai discuté avec Albin Michel, est-ce que ça te dirait de faire la biographie romancée de Toni Morrison? Et j'ai dit non. J'ai dit non, parce que... Tu te alors, voyais pas faire ce projet? Alors, officiellement, c'est parce que j'avais beaucoup trop de choses à faire, trop de livres à rendre, etc., etc. Et officieusement, j'avais peur. J'avais peur. Je me disais, mais il y a... Je pense qu'il y avait un petit syndrome de l'imposteur aussi, parce que je suis pas historienne ou autre, mais aussi parce que bah, c'est quelque chose, en fait, d'écrire un livre sur quelqu'un qui est une figure dans ton domaine, en plus d'art. Donc en plus, t'imagines écrire un mauvais bouquin sur une prix Nobel. Enfin, tu vois, je me suis dit, voilà. J'avais plein d'angoisse. Et heureusement, comme je disais, j'ai une très bonne agente qui m'a dit, écoute, on en reparle dans 2 semaines. Le temps Ouais, le temps que que ça, ça voilà. infuse. Voilà, elle m'a dit, ça va infuser, t'inquiète. Et moi, j'étais là, genre, mais non, pas du tout. Voilà. Et finalement, et c'est au point où j'en ai pas du tout parlé même à ma mère, du coup, ou à mes proches. Ils savaient pas quand ils proposaient ce projet-là, parce que je savais qu'ils allaient m'attraper par le col en mode, Laura, qu'est-ce que tu fais? Donc, ouais, il m'a fallu du temps pour me poser. Et finalement, j'ai parlé à une autre autrice qui s'appelle Emmanuelle Figueras et qui a fait, pareil, la biographie romancée d'une femme qu'elle admire depuis hyper longtemps. Donc, c'est Jane Goodall, la primatologue qui est décédée il y a quelques jours. Et elle m'a dit, mais en fait, Laura, on ne te demande pas d'écrire la vérité vraie sur toute la vie de Toni Morrison, on te demande de proposer ta vision, en fait. Euh, et il y aura toujours quelqu'un d'autre pour faire une autre biographie ou autre, mais c'est ta vision, c'est ta voix qu'on demande, c'est ton point de vue sur elle. Donc, l'espèce de perfectionnisme qui me poussait à imaginer que, ah, mais s'il n'y a pas ci et ça, elle me dit non, mais en fait, propose ta vision, en fait. Et même les historiens ou les biographes, ils peuvent pas tout couvrir. Donc, propose. Mais oui. Du coup, je suis retournée voir mon agente et je suis retournée voir ensuite mes éditrices. Et bah, pareil, elles m'ont dit, bah écoute, y a pas, dans cette collection-là, il n'y a pas une seule manière de raconter la vie de quelqu'un. Donc toi, dis-nous comment tu veux aborder la biographie de Toni Morrison. Et donc je leur ai dit, bah en fait, je veux qu'on voit la personne derrière le prix Nobel. C'est-à-dire, ça m'intéresse pas de raconter comment elle a écrit le bouquin. Non, je veux qu'on montre tout ce qu'elle a traversé, parce que c'est ça que j'admire chez elle. Elle a Mmh. traversé... c'est quelqu'un qui est né avant la Seconde Guerre mondiale et qui a traversé la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, la ségrégation raciale, la peur du communisme, le macartisme, les premières luttes pour les droits civiques et pour le féminisme, etc., avant ses 45 ans. C'est un délire. L'assassinat Mmh. de Martin Luther King, l'assassinat de Malcolm X, l'assassinat de JFK, elle a tout vu. Elle a tout vu. Elle a tout vu. Et en plus de ça, elle a été professeure, elle a été éditrice, elle a été autrice, elle a été critique littéraire. Enfin, elle a fait tellement de choses qui ont forgé la littérature américaine de l'intérieur et de l'extérieur. Et personne ne le sait. Tout le monde se dit que ça a commencé avec ses bouquins. Pas du tout. Oui. Donc c'est ça que je voulais montrer. Bon, bah, je me retrouve devant cette éditrice à qui je dis tout ça. Et je commence à lui sortir un plan en 3 parties, sous-parties, avec, avec le titre, donc elle me dit, bon, je pense que c'est bon, là, t'as de bouquin, en fait. Donc j'y avais déjà, Ça a infusé comme il voilà, faut. j'y avais déjà bien réfléchi. Voilà, voilà. Donc ça a bien infusé. Ouais. Excellent. Et comment tu t'es sentie du coup à la sortie? Du coup, en plus, c'est récent. Alors, c'est sorti le 15 octobre, et je t'avoue, je crois que c'est la première rentrée littéraire où je suis extrêmement à la fois sûre de moi, et j'ai l'impression que pendant un an, je vais juste jouer.
C'est-à-dire pendant un an, Mmh. je vais parler de mon sujet favori, je vais donner des conférences sur mon sujet favori. En fait, c'est vraiment pendant un an, j'ai le droit de parler de Toni Morrison de manière obsessionnelle pendant plusieurs heures. Donc Tu c'est as trop bien. l'alibi pour le faire, Je te c'est jure, génial. c'est ça, j'ai l'alibi, donc c'est génial. Donc en fait, c'est littéralement genre, c'est incroyable. Donc j'ai vraiment l'impression que pendant un an, j'ai ma meilleure vie, ma meilleure vie. Et c'est pas, tu sais, il n'y a pas la vulnérabilité que tu as quand tu crées un personnage complètement ou un univers. Là, comme c'est sa vie en fait. Et je pense aussi que sa Mmh. renommée, sa figure, le fait que ce soit un monument littéraire, bah, je me sens épaulée, accompagnée, un peu protégée. Donc je me sens pas mise à nu, tu vois, quand j'ai l'impression, ouais, juste, c'est genre permission de jouer, tu vois, pendant un an. Donc, Non. c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Donc, du coup, pendant le premier lancement, en fait, c'est ça. Je découvre plus c'est quoi de parler de Toni Morrison aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'amène encore un autre public parce que les gens, quand tu parles de Toni Morrison, ils t'écoutent de manière religieuse. Et je m'attendais pas à ça. Mmh. Je, je, tu fais des blagues, les gens rigolent timidement. Enfin, c'est un peu l'ambiance d'un amphithéâtre à la fac, quoi. Donc, mais c'est trop bien. J'ai une question justement par rapport à de curiosité par rapport au lancement d'un livre. Tu dis que là, tu vas avoir un an du coup pour intervenir, mais comment ça se passe? C'est par rapport à ton agent qui détecte des événements où tu vas pouvoir intervenir, ou t'es aussi sollicité pour intervenir dans certains événements. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer un peu comment ça se passe? Oui, clairement. Alors, je m'estime très chanceuse, mais je suis extrêmement sollicitée. Donc, en fait, que ce soit... Et le fait, en plus, d'avoir plusieurs publications. Donc là, comme je disais, j'avais un livre pour enfants qui est sorti fin août, qui s'appelle Le soleil viendra à toi, et qui est la suite de Mmh. Papillon Noir. Donc en fait, j'avais à la fois des personnes qui ont contacté mon éditeur de ce livre, de cet album jeunesse-là, pour me recevoir, et d'autres qui m'ont contacté pour Toni Morrison. Donc ça me fait presque bah, ça me fait deux promos en même temps. Mmh. Et donc autant tu as des salons qui sont des rendez-vous, comme le salon de Montreuil, auquel je vais chaque année, etc. Autant t'en as d'autres, ben, c'est selon les thèmes parfois des tables rondes ou des éditions, voilà. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus identifiée. Mmh. Donc je vois aussi que je suis dans une position pour laquelle je suis reconnaissante, hein, et où je dois beaucoup dire non pour pouvoir quand même dormir aussi et rentrer chez moi. Donc oui, donc c'est comme ça que ça se passe. Et après aussi, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir des auteurs aussi qui sont des programmateurs enfin en tout cas des chargés de programmation littéraire, donc ils vont te rencontrer sur un salon et t'inviter à la prochaine édition parce qu'ils ont découvert que tu fais aussi de la science-fiction, des choses comme ça. Mais ouais, mais c'est vrai que donc j'ai beaucoup beaucoup de demandes et très en amont. Donc en fait, je sais déjà ce que je fais jusqu'à juin en fait et peut-être même D'accord, tu début ton septembre. planning là. Ouais, j'ai mon planning là. Donc c'est donc ouais, mais j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance. Est-ce que tu vis de ton métier d'autrice? Oui, Parce que tu maintenant parlais depuis. justement, Ouais, tout à fait. Alors, de la rémunération des auteurs et des autrices ouais, et du coup ouais. Non, vrai sujet. En fait, donc je me suis mise à mon compte en 2020 et j'étais sûre que ça allait être une très belle année, sauf que c'était en mars 2020, avant qu'on rentre tous en confinement. mauvais Donc, timing! mauvais timing! C'était vraiment genre surprise. Donc, vraiment, c'était genre, je pense que le monde s'est arrêté. Donc, mais bon, mais du coup, en fait, déjà, c'est une période où les gens n'ont jamais acheté autant de livres que maintenant. Mmh, Donc ouais, donc en fait, ça a été enfin, c'était vraiment une année très particulière, comme on le sait tous. mmh, Mais donc, c'est à ce moment-là que je me suis mise à mon compte et je m'étais dit, ben, je me laisse un an, tu vois, avec mon petit pôle emploi, de voir mmh, si ça marche ou pas, et j'ai jamais arrêté depuis. Et donc, effectivement, alors je suis rémunérée à la fois sur mes droits d'auteur, donc ce que je gagne sur mes livres, mais aussi mmh. sur mes interventions, donc dans les conférences ou les ateliers d'écriture. Et je fais aussi, tu sais, pas mal d'autres travaux, comme de la traduction. Je fais la traduction de certains ouvrages aussi. Je fais aussi comment ça s'appelle, de la relecture sensible, donc c'est-à-dire le fait de relire des textes en voyant s'il y a des préjugés et des stéréotypes Mmh. propres aux communautés noires. OK. Et après ça peut être aussi des participations dans des livres collectifs, donc c'est très divers, hein. Franchement, tous les auteurs ne font pas la même chose. Et donc ouais, je réussis à vivre de mon travail et à diversifier du coup aussi mon activité.
OK, OK, trop bien. On arrive à la fin de l'interview. On a abordé plein de choses. Est-ce que, Ouais. il y a quelque chose que tu voulais dire et que tu n'as pas pu dire? Je dirais peut-être pour ceux qui écouteront, pardon, cet échange, tenter. C'est-à-dire, souvent, on me dit: «Oui, mais Laura, j'ai peur d'envoyer à une maison d'édition, mon texte et cetera. J'ai peur du refus, j'ai peur du rejet», ce qui est totalement humain. Mais, comme je le dis souvent, il faut toujours tenter. Pourquoi? Parce que peut-être qu'une maison d'édition va te dire non en 2025 et la personne qui t'a dit non en 2025, en fait, peut-être qu'elle va partir en 2026 et donc tu as quelqu'un derrière qui, va accepter ton bouquin. Donc être auteur, c'est un travail de persévérance. Oui, il y a beaucoup de non, mais il y a aussi des oui qui vont t'ouvrir des portes incroyables. Et il faut en fait non seulement s'accrocher, mais aussi se dire que pourquoi pas moi, en fait. Pourquoi pas moi alors c'est bien aussi l'auto-édition, mais un livre publié dans une maison d'édition, ça te permet de te professionnaliser plus vite. Pourquoi? Parce Mmh. qu'en fait, quand tu as un premier contrat, tu peux postuler pour des résidences d'écriture rémunérées, de postuler pour des bourses d'écriture. Donc en fait, avoir aussi un support système financier sur lequel te reposer un petit peu. Tu vois. Donc ouais, ce serait surtout ça que j'aimerais en dire pour la nouvelle génération d'autoristes. Il faut tenter en fait. OK, bah, merci beaucoup pour ce message d'espoir pour, celles et ceux qui nous écoutent. J'ai 2 dernières questions rituelles du podcast. La Mhm. première, c'est, est-ce que tu as des ressources, à partager, Je pense que le premier que je vais partager, c'est Créer dangereusement de Edwige Danticat, qui est un essai incroyable où en fait elle retrace les artistes noirs et particulièrement haïtiens qui ont créé pour lutter contre la dictature en Haïti et aussi, voilà, ça te montre vraiment. J'ai jamais lu un livre qui montre à quel point l'art est politique et d'un point de vue concret, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue incroyable. Voilà, Créer dangereusement d'Edwige Danticat. Je dirais aussi Octavia Butler, Mauvaise graine, qui est le livre qui m'a montré que c'était possible de faire des histoires fantastiques avec des personnes noires, puisqu'en fait tu suis des dieux et des déesses africaines qui essaient d'interrompre l'esclavage. Du coup, incroyable, incroyable. Et après, bah, j'ai envie de dire, alors ça va être très, ça fait très nombriliste, mais lisez Écrire avant l'aube. et la, Et la vie de Toni Morrison, qui est juste incroyable et qui te montre en fait que peu importe ta contribution à la lutte pour nos droits, en fait, ta contribution a du poids. Même quand tu penses que t'es juste prof ou t'es juste bibliothécaire, en fait, il y a un poids incroyable en fait dans ce que tu apportes. Et j'espère que du coup les gens retireront ça de cette expérience-là. Donc voilà, c'est un petit peu les trois bouquins. merci! On mettra tout ça en description de l'épisode. Ça Et la marche. toute dernière question, c'est qui tu verrais à ta place dans ce podcast? Oh, trop belle question, trop belle question. Isis Labocaberia, autrice martiniquaise incroyable, brillante et qui propose une richesse en fait de réflexion qui se limite pas en fait à la représentation, mais aussi à nos spiritualités en fait, à nos spiritualités. Mmh. Et ça, je trouve ça très beau. Merci, je note et du coup, j'irai l'inviter de ta part. Ouais. Merci beaucoup Laura. Franchement, j'ai adoré, discuter avec toi, et c'est souvent, le cas, mais à chaque fois, c'est des premières discussions deep, c'est-à-dire qu'on s'est à peine parlé et la première discussion, qu'on a, c'est celle-là et j'adore Ouais. en fait, du coup, donc qu'on puisse se découvrir comme ça sur le temps long, ce qui est un peu rare dans nos sociétés, où on va, à 1000 à l'heure. Donc, c'était un vrai plaisir de te recevoir et de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi Jade et merci de créer des espaces comme ça qui permettent aussi de se ressourcer en tant qu'artiste. Merci. Je te souhaite une bonne promotion et aussi beaucoup d'espace de repos dont tu as Merci, besoin. Et puis à très bientôt. à très Ciao, bientôt. ciao. Ciao. Merci d'être là, épisode après épisode. Si le cœur t'en dit, laisse un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. C'est un geste simple qui m'aide beaucoup et qui fait découvrir le podcast à de nouvelles personnes. Retrouve-moi sur Substack pour les coulisses du podcast. À la prochaine!